Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre émission dédiée à l'actualité des sports auto américains sur US Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Lilian, salut Lilian, Salut Geoffroy, hello à tous. et Adrien, salut Adrien. Bonjour Geoffroy, bonjour Lilian et bonjour tout le monde. Alors au programme cette semaine, on va revenir sur l'IndyCar et plus particulièrement sur la course de Romain Grosjean. On parlera d'IMSA avec les 12 heures de Sebring qui arrivent très très vite. On fera un petit point Trackhouse Racing en MotoGP. Et sur la partie NASCAR, on a énormément de choses. Ça ira du nouveau diffuseur à la présentation de la course de Bristol, en passant par les tests Goodyear, les pénalités, les pronostics. Voilà, il y a plein de petites choses. Donc voilà, restez avec nous jusqu'au bout. Alors messieurs, l'IndyCar était du côté de Saint-Pete pour l'ouverture de la saison le week-end dernier. On en a déjà parlé dans Splash and Go. Et Adrien, je sais que tu voulais qu'on revienne un petit peu sur la course de Romain Grosjean qui effectuait sa première avec la Juncos depuis son transfert de la Andretti à l'issue de la saison 2023. Ouais, bon, il a fallu retenir un petit peu Arnaud mardi pour pas qu'il en parle trop, mais malheureusement il est pas là aujourd'hui. Mais ouais, je pense que ça mérite qu'on y passe un peu plus de temps parce que bah il l'avait dit lui-même quand on l'a interviewé la semaine précédente. Il s'attendait pas à jouer la pole. On l'a quand même retrouvé dans un Fast Six. Vous, je Ouais. sais pas, mais moi j'étais quand même surpris. On est Oui, oui. d'accord. Oui, bah oui, clairement. Quand il nous a dit je ferai pas la pole, bon, je m'étais dit s'il est dans les 10, ça sera bien quoi, mais bon, dans le Fat Six, c'est plutôt Oui, c'est une belle surprise. ou bien quoi. Par contre, après, pendant la course, ouais, ça a été quand même un peu plus dur quoi. Alors, moi, j'ai pas vu le départ. Bah, il fait moins Euh, 3 au premier virage. Ouais, j'ai Ah, raté les 5 premiers tours, je crois. Vas-y, Lilian, je t'ai coupé, Non, pardon. non, bah oui, non, j'allais dire comme Geoffroy, oui, il se fait déborder par un pilote, donc oui, c'est ça. À la fin du premier virage, il est déjà huitième, ouais. Et après, par contre, ouais, c'était, moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. On a vu que sur les pit stops, bah, il perdait des places à chaque fois. Et bah, c'est un peu comme s'il donnait l'impression un petit peu de s'énerver, et puis à la fin, bah, il s'est peut-être un peu trop énervé, puis il a fait la petite boulette parce qu'il arrivait peut-être pas à passer, ou je sais pas trop, mais c'est dommage parce que cette première course de la saison, il a fini pas. Les qualifs étaient plutôt bonnes, et malheureusement en course, ça a pas concrétisé quoi. C'est dommage. Oui, oui, ça va pas Ouais. concrétiser. Il s'accroche un peu après la mi-course. Oui, et il prend une pénalité en plus. C'est ça, et il prend une pénalité. Mm. Et du coup, bah, ça flingue totalement sa course. Hein. Il s'accroche au 60. Enfin, la pénalité tombe au 73e tour pour contact évitable, comme aime à l'appeler l'IndyCar. Avec Linus Lundqvist. Et puis voilà quoi. Après, je sais pas si eux leur bilan en interne il est plutôt bon ou pas. Euh, la voiture était quand même dans le coup. Enfin, il était pas complètement largué et a dégringolé au classement. Il tenait quand même sa position, même s'il s'est fait déborder tout de suite par plusieurs pilotes et qu'il a perdu 2-3 places. Après, il a réussi à tenir son rang. Et finalement, c'est plus les ravitaux où il a perdu un peu de place. Mais après, c'était pas catastrophique. Donc, il y a sûrement des choses qui sont à améliorer. Mais je suis pas persuadé pour autant que cette première course était négative. J'espère pour eux qu'ils arriveront à en apprendre des choses et que ça sera un peu mieux pour la prochaine, quoi. Ouais, toi, je sais pas ce que t'en as pensé, Lilian, mais c'était Bah, pas non plus tout négatif, quoi. non, non, bah non, de toute façon, globalement, enfin, t'as bien résumé sa première course. Voilà, ouais, les qualifs, c'était hyper encourageant. Malheureusement, en course, il n'a fait que perdre des positions. On l'a jamais vu dépasser. C'est vrai. Que ce soit sur la piste, il a fait que perdre des places. Dans les stands, il a fait que perdre des positions.
Et puis après, malheureusement, ouais, ça s'est soldé, bah, tu l'as dit, accrochage, pénalité, et après, souci mécanique, abandon. Ouais. Voilà, après, il faut lui laisser aussi le temps de se roder à sa nouvelle équipe. Puis voilà, Ça joue pas dans faut la laisser même un- cour non plus qu'Andretti, quoi. Donc, Il n'a pas le même matériel non plus, il faut aussi relativiser. Il l'a aussi dit lors de l'interview, hein. Voilà, il faut qu'il se laisse un peu de temps. Après, voilà, il a su faire des belles choses quand il était chez Delcoy, il a su faire des belles choses chez Andretti, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas avec Juncos. Mais voilà. ouais, ouais. C'est pendant la course, là, je crois que c'est Renaud Derlot. Il disait que comparé au rythme de New Garden, il estimait qu'il lui manquait à peu près une seconde dans la voiture, en fait. Que pour arriver à tenir le rythme du leader en rythme de course, il lui manquait à peu près une seconde. Donc moi j'avais pas les chronos, je sais pas trop, Bah, mais Ce qui est énorme en fait, hein, une seconde. une seconde sur un tour qui fait 60 secondes, ça commence à piquer. ouais, alors c'est peut-être énorme, mais tu te dis il était pas 25ème quoi. Il était 10, 12, je sais plus exactement, mais c'est pas, il est pas non plus dernier quoi. Donc New Garden était sur une autre planète, mais c'est pas non plus, y a pas de quoi crier au scandale quoi. Alors c'est sûr que quand tu veux gagner, etc. Une seconde commence à chiffrer un peu, mais ça peut paraître loin tout en paraissant comparé au plateau quand tu le ramènes à la performance globale du plateau, c'était plutôt pas mal en fait. Parce qu'il y en a beaucoup à qui il manquait plus que ça quoi. Hmm. Mais il abandonne, donc il termine 24e sur 27. Mais par contre voilà, exactement. Et bon, ça par contre terminer sur un abandon, c'est bon, c'est peut-être un peu dommage, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Ah bah pour la je me rappelle confiance, ouais, ne plus. pas finir, c'est pas. Je pense qu'il avait un problème d'embrayage. Il n'a pas parlé d'embrayage. Je me rappelle plus. Non, je me rappelle pas non plus de ça, mais oui, c'est un problème mécanique qui l'écarte de. Il me semble qu'il disait genre il était en sixième et la voiture passait en neutre. Il me semble qu'il parlait de ça. J'ai pas de souvenir. Je vais dire une connerie donc je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Donc, mais si tu le dis, oui, mais en tout cas, c'est un problème mécanique, ça c'est une certitude. C'est sûr. Donc voilà, début intéressant pour Romain Grosjean malgré tout chez Juncos. Quelques petits soucis. Et puis bah, on verra bien. Là de toute façon, cette semaine, il est toujours en Floride, mais du côté de Sebring pour les 12 heures. On verra ensuite du côté de la Californie, du Thermal Club, ce que ça donne, même si, jugé sur une course en championnat, ce sera peut-être pas le plus judicieux, parce que bah, course en championnat, ça m'étonnerait que ça change grand-chose déjà au niveau des forces en présence, et puis même si on court pour $1 million, je suis pas sûr que ce soit représentatif de ce qui se passe le reste de la saison. Ça lui permettra de s'entraîner grandeur nature. Il C'est faut le ça. voir comme ça, parce que bon, clairement, oui, le million, il ira pas le chercher, hein. À moins d'un cataclysme, mais si ça peut permettre de régler des choses pour la course suivante, qui doit être Long Beach, j'ai envie de dire. Ouais, ce serait bien que ça se règle pour lui, mais Est-ce que c'est Long Beach? J'ai un doute. Je sais plus si c'est Long Beach ou si c'est Barber. si ou si c'est Barber. Ouais, je dirais que j'ai toujours l'habitude que ouais, non, c'est Long Beach avant, c'est ça. Et Barber et après, le 21 avril. C'est ça. Il y aura un mois de pause entre la All-Star et Barber. Et Long Beach. La All-Star. Bah oui, c'est une All-Star. Enfin, c'est une course en championnat, t'appelles ça comme tu veux. C'est une course au million. Hmm. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Romain Grosjean, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à évoquer sur cette course de Saint-Pete? Que ce soit pour un pilote qu'on aurait par exemple oublié dans Splash and Go ou autre? Non. Ok. Je pense qu'on avait déjà bien débriefé au final de la course lors de Splash and Go, hein. C'est vrai. Alors, messieurs, on va rester en Floride.
On va juste changer de catégorie avec l'IMSA qui est du côté de Sebring, je vais y arriver, pour les 12 heures du même nom. Et encore une fois, Adrien, un plateau assez complet avec 58 équipages engagés. Dans le détail, il y en a 11 en GTP, il y en a 13 en P2, il y en a 12 en GT Pro et il y en a 22 en GTD, ce qui promet quelques embouteillages. Ouais, bah on avait eu une belle course l'année dernière. Je pense que là, ça promet encore avec des nouveaux arrivants. Donc ouais, ça va être sympa, je l'espère, mais pour l'instant, on ne sait pas. De Daytona, il y a quand même quelques questions qui subsistent, puisque on avait vu Acura complètement transparent en GTP, et en fait, ils avaient juste une enclume dans l'auto. Qui, je sais pas trop pourquoi, était la seule à être décrochée. Donc là, on va voir. Ils ont été remis à un poids dit normal, puisque la plus lourde des voitures sera la Cadillac à 1060 kg, et la plus légère sera la BMW à 1030, et après, la Cura est revenue à 1055 kg. Donc elles se tiennent toutes en 6 kg, sauf la BM qui est vraiment plus légère que toutes les autres. Donc d'un point de vue BOP sur le poids, ça a l'air à peu près équivalent. Et au niveau de la puissance moteur et de l'énergie attribuée, bon c'est pareil, ça se tient en 20 kW à peu près pour tout le monde et en mégajoules. On est aussi de l'ordre de 20 mégajoules par relais par voiture. Donc ça fait pas ça fait pas beaucoup. Et ça devrait être plutôt serré. Donc après, en GTP, on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais en effet, quand on regarde l'entry list, difficile de dire qui sera le vainqueur à la fin de ces 12 heures. Ça reste quand même Mm. très serré pour l'instant, quoi. Donc il y a beaucoup plus de Porsche. On a vu qu'en début de saison, Porsche était quand même plutôt dominateur, que ça soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, Est-ce qu'ils vont dessus. continuer sur leur lancée? C'est la question qu'on peut se poser aussi, clairement. Ouais, bah c'est ce qu'on disait la semaine dernière. S'ils continuent sur leur lancée, ça serait logique entre guillemets. Après, si leur objectif c'est Le Mans, que c'est dans leur intérêt à continuer à tout gagner, quoi. Mm. Si réellement ils sont capables de tout gagner. Je, je sais pas, moi pour la beauté du sport, j'aimerais qu'ils continuent de rouler au max de ce qu'ils savent faire et voilà quoi. Mm. Et puis il y a que pourra, mais bon, Alors, dans le on détail, on verra. a 4 Porsche sur les 11 du GTP, donc ça fait plus d'un tiers du peloton. Il y en a deux chez Penske, il y en a une chez JTC, et il y en a une chez Proton Competition Mustang Sampling. Ouais. Donc la Proton, ça doit être la noire, du coup. Celle qui était à Daytona, là, celle où il y avait Button, je pense. Alors Non, attends, je vais pas comparer avec le d'Henry. numéro, donc c'est la numéro 5. Oui, c'est ça, elle est noire et dorée. Elle a un Avec numéro. Julien Handlauer chez les Français et Alessio Picariello chez les francophones, puisqu'il est belge. D'accord. Je connais pas. J'avais Et, jamais entendu ce nom-là. Gian Je vais Maria voir. Bruni pour le troisième pilote qui est platine. Donc Lui. c'est Alessio Picariello qui a pris la place de Jenson Button en fait, ok. Donc bon, c'est Porsche, voilà, après c'est solide. Cette voiture-là par contre était quand même assez loin de mémoire. Euh, on verra ce que ça va donner. Ils ont résolu quand même une grande partie de leurs soucis, donc pour moi j'ai vraiment hâte de voir la course parce que entre Cadillac qui a l'air
plus que performant quand on voit ce qui s'est passé à Daytona. Acura qui a été remis dans le jeu. Porsche qui semble indéboulonnable en ce début de saison. BM qui est toujours en observation, prêt à bondir, comme ils ont fait l'année dernière en fait. Là, il y a Lamborghini qui arrive. Lamborghini, ça a l'air un peu plus compliqué. Je pense que ce qu'il faut, c'est accumuler des bornes. Sebring, on sait que c'est l'enfer pour la mécanique, donc il faut que l'auto arrive au bout. Et je pense que s'ils arrivent à amener l'auto au bout, déjà, ça sera très bien pour eux, peu importe la position. Et plus ils arriveront à faire des kilomètres, plus ils apprendront pour Le Mans, etc. Donc j'espère vraiment qu'ils arriveront à faire un maximum de tours. Et l'équipage, c'est Matteo Chiroli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean, donc sur la 63. C'est ça, de chez Iron Lynx. Ouais, donc cette voiture va vraiment falloir qu'elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour enquiller les tours, quoi, quitte à des fois à passer un peu de temps dans les stands s'il faut jouer de la boulonneuse ou de la disqueuse, mais il va falloir. Après, bon, en proto, on a que les Oreca, je crois, sauf une Ligier. Et puis nos GT3. Ou les GT3, pareil. L'Oreca, ça devrait être. Je pense qu'en LMP2, ça va être relativement disputé. Parce que ils ont quasiment tous la même voiture, c'est des voitures connues, des équipes rodées. Il y a quand même des gros équipages, des équipes connues et reconnues qui connaissent leur matériel. Donc je pense que ça va être assez disputé pour les LMP2. Et on n'a plus les LMP3. Je crois que l'année dernière, il y avait encore le LMP3. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais, donc voilà. Après, au niveau des Français, on n'en a pas parlé, mais il y a Sébastien Bourdet dans la une Cadillac, comme d'hab. Ouais. Julien Andlauer dans la 5, Fred Mako dans la 6. Après. Romain Grosjean dans la 63, ça on l'a dit. Et Ouais. après, en proto, je suis en train de regarder rapidement, enfin en proto en P2. Il y a Lilou Wadou du Cellier dans la 88. Il y a Paul Louchatin dans la 99 de chez AO Racing. Donc voilà, deux Français qui seront présents. Après, avec des équipages un peu plus disparates quand même. Il y a du bronze, du gold et du silver un peu partout. En P2, ouais, je crois que maintenant, t'es obligé d'avoir un bronze dans la voiture, je crois, si je dis pas d'ânerie. Il y a un bronze dans chaque équipage, ouais. Donc, c'est la performance du bronze qui fera la performance de l'équipage, en fait, de la voiture. Au souci mécanique près, quoi. Donc, ouais. Après, il faudrait peut-être qu'on avance un petit peu. Je suis en train de regarder. On n'a pas d'autres pilotes connus ici en France. Sur la catégorie GT des pros, il y a Franck Pereira dans la 19 de chez Iron Lynx. Et après, des pilotes connus français. Bon, des connus, il y en a, mais pas forcément. Ouais, pas forcément français, c'est ça. Rosgun. Chiavoni. T'as James Hinchcliffe dans la 9 de chez Pfaff. T'as Kyle Kirkwood et Jack Oxford dans la 14 de chez Vasser Sullivan. C'est vrai que les Français, ils ont tous migré en. Et il y a Rockenfeller dans la Ford Multimatic Motorsports dans la 64. Joanne dans la 65. Tac, Andy Lally. Spencer Pumpelly, quoi, il roule encore. Ouais, Spencer Pumpelly, ça fait quelques années qu'on le voit. Ouais. Je suis étonné. Il y a Catherine Legge aussi qui roule en GTD sur une Acura. C'est vrai. Donc voilà, ça devrait. Les Iron Dames. Ouais, mais en GT, je pense que ça va être assez ouvert. En GT3, on a vu que c'était. Que c'est finalement les ennuis mécaniques qui ont un peu trié les concurrents en fait.
comme c'est un circuit très dur pour la mécanique, ben, on verra bien quoi. Hein. Est-ce que Pratt et Miller va faire de la mécanique sur sa Corvette une deuxième fois de suite dans l'année? On verra bien. Ah, ça, tu l'as encore en travers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça l'avait marqué. Ah, ça l'a vexé, ça. Il est vexé Ah. comme un pou. Ça m'a vexé. D'autant plus qu'ils ont fait la même au Qatar. Ils ont fait de la mécanique sur une Corvette. Oui, mais arrête ta jalousie mal placée. Non, mais Si, ils nous avaient habitués à mieux, je suis désolé. Donc, non, on verra. Enfin, moi, j'ai hâte de voir la course avec tous les drapeaux jaunes, etc. Là, j'espère juste que ça va pas se finir comme l'année dernière, là, où ça a un peu fini en autre boudin, où ils s'étaient tous emplafonnés dans le 3 en essayant de passer à 3 de front. Ouais, au début de la nuit, ouais. Ouais. Donc, bon, on verra. Et départ aux alentours de 16h, du coup. Exactement. Et ça, ouais, j'ai 9h40 en local. Donc, ça fait que 9 et... Ouais, ça fait 15h40, ouais. Oui, mais après, bon, ça, je pense que c'était lors de la prise d'antenne. Donc après, je pense que oui, c'est ça, c'est vers 16h, je pense, le drapeau vert. Bah non, Non, c'est vers 15h. Il y a 5 ou il y a 6 en ce moment? Bah il y a 5 en ce moment. C'est vers 15h. Bon, bah c'est 15 alors. 15h, 3h du mat. À une vache près. Donc voilà pour cette course de Sebring. S'il y a du monde qui veut la suivre, sur les réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas. Et sur les différentes plateformes, n'hésitez pas à nous dire que vous allez la suivre et à nous rejoindre sur le Discord. Je pense qu'il y aura du monde pour suivre ces 12 heures. Reste une épreuve phare. Exactement. Surtout de nuit. Et il les faut. Là, je crois qu'il y a eu les premiers essais, mais j'ai pas forcément de classement, donc. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être en cherchant un peu, ça pourra se trouver. On va enchaîner, Adrien, si tu le veux bien. On va traverser l'Atlantique. On va même traverser l'Europe. On va aller du côté du Qatar. Il y avait la Trackhouse qui faisait ses grands débuts en MotoGP à l'occasion de la manche d'ouverture de la saison 2024. Et la Trackhouse, c'était un petit peu l'attraction, on est d'accord? L'attraction, oui, on en a parlé un petit peu. Ça a fait un petit peu de bruit avec le retour de David Ebrivio, donc en tant que team manager donc d'une écurie de moto. Il avait quitté Suzuki quand ils avaient quitté le championnat il y a 2 ans, je crois maintenant. Puis là, le retour de Trackhouse. Donc, première course, je vais dire un peu mitigée quand même. Même si ils ont quand même fait un résultat plutôt correct, puisqu'en sprint, alors déjà en qualif, il y a Raúl Fernandez qui arrive à rentrer en Q2 et du coup à jouer pour la pole, pour les 12 premières places de la grille. Bon, il fait le 12e temps quand même, mais il rentre dans les 12. Hein, il y est, quoi. Il y est, exactement. Johan Zarco ou Fabio Quartararo auraient aimé y être, par exemple. Et après, en course sprint, bon, par contre, ça s'est un petit peu moins bien passé, puisque Raúl Fernandez fait 14 et Marco Oliveira fait 13. Et je crois qu'ils ont fait le même résultat quasiment en course principale. Oliveira fait 15, par contre Raúl Fernandez abandonne. Donc bon, en course sprint ça a été, course longue il en manque encore un peu, mais bon l'Aprilia on sait que l'année dernière elle était plutôt performante. Là cette année quand on regarde le résultat, les Aprilia officiels sont sur le top 10 en course longue et Espargaro fait quand même 3ème sur la course sprint, donc normalement c'est une moto qui doit marcher. Après leur problème l'année dernière c'est la fiabilité. C'est la seule marque qui connaissait souvent des abandons pour problèmes mécaniques. Ça il faudra voir pendant la saison si ça s'améliore ou pas. Et si on doit parler des Frenchies rapidement, ils ont fait 11 et 12 avec Fabio Quartararo devant Johan Zarco. C'est moche. C'est moche.
Il y a une époque, C'est moche. C'était 1 et 2. Ouais, mais bon, ils prennent quand même des points. Je crois que Fabio atomise son adversaire, qui est 16ème hors des points. Lui, il prend 5 points. Et Zarco, il atomise aussi son adversaire, enfin son équipier. Ouais. Nakagami, qui est 19ème. Et il est premier Honda. Donc, puisqu'on le rappelle, Marc Marquez n'est plus sur une Honda. Il est passé chez les Rouges. Exactement. Allez, on bascule sur la NASCAR, messieurs. C'est tout bon pour vous. Lilian, je sais pas si tu te souviens, mais à Phoenix, il y avait quand même une nouveauté qui était très attendue. C'était le nouveau diffuseur, on est d'accord, c'était attendu, mais ça a fait flop. C'est ce que tu vas me dire. Penses-tu? J'en ai assez parlé. Ah On l'avait bah, annoncé. Bon, bah, on nous avait vendu du rêve. du rêve, oui, c'est ça, après des tests soi-disant concluants. Bon, bah, Dixit Arnaud, pour une course de Phoenix, c'était pas si mal. Oui, oui, pour une course qui reste quand même la finale des playoffs, qui va couronner le champion dans quelques mois, ça reste toujours une course relativement ennuyeuse. Je suis désolé. Non, t'as pas à être Mais- désolé. T'as pas à Même, être désolé. même avec un nouveau diffuseur, ouais, le spectacle, malheureusement, ça reste très compliqué de doubler hors restart. Alors oui, quand après tu as une voiture très bien réglée et bien jouée au pilote de la Gibbs, hein, mais sinon, ouais, c'est très très compliqué de dépasser. Et là, tu nous avais trouvé donc sur un site américain justement où on voyait un petit peu un Les- plan de coupe du diffuseur donc utilisé en 2023 et qui a été utilisé et qui va être utilisé cette année sur Short Track hors Dover et Bristol, c'est ça? Ouais. Bon, oui, alors oui, sur le dessin, on voit on voit clairement une différence, hein, c'est clair. Mais ça s'est Après, pas forcément traduit sur la piste. ça s'est pas traduit sur la piste et puis de toute manière, plusieurs pilotes, Denny Hamlin le premier, continuent à militer pour avoir plus de puissance moteur et pour lui, c'est la clé. Et Adrien va te dire, oui, mais c'est pas en changeant juste un tout petit peu le diffuseur que tout va changer. Ah non, puisqu'une voiture, c'est tout un tas de composants. Allant une suspension, des pneus, un moteur, une aéro et tout. Et nous faire croire que juste en changeant une pièce de la bagnole, la voiture, elle va être révolutionnée. Bah, bah oui, mais non, quoi. Enfin, on peut pas s'attendre à autre chose, en fait, que ça marche pas, quoi. C'est un patch pour essayer de limiter la casse, entre guillemets, mais les mecs, c'est pas en leur changeant le diffuseur que demain, là où ils passaient pas à 2 de front, ils vont pouvoir passer à 5 de front et essayer de se doubler sur 3 tours, quoi, en fait. Moi, ça me semble complètement surréaliste, quoi. Oui, c'est pas faux. Ils ont essayé, mais Ils ont eu des problèmes. et là maintenant, bon, on voit bien que comme le problème ne se résout pas, bah, on commence à parler de changer la date de la finale, enfin le lieu de la finale, pardon. Oui, la saison prochaine. Bah pour 2025, oui, j'en avais parlé brièvement. Flash and Go mardi. Ouais. Ça pourrait commence à retrouver être sa évoqué. place. Ouais. Ça commence à être évoqué qu'on reparte à Homestead parce que là, on sait que le spectacle sera au rendez-vous. Effectivement, on verra bien. Après, les pilotes réclament plus de puissance. Les fans te disent que oui, si on met plus de puissance, ça va résoudre le problème. Mais le souci, c'est que la NASCAR, pour attirer de nouveaux constructeurs, ne veut pas augmenter la puissance parce que, a priori, augmenter la puissance, ça a un coût Cher. de développement important au niveau des moteurs. Et aujourd'hui, on Mais veut avoir des coûts assez contenus. c'était Kyle Larson qui était l'invité de l'émission de Dale Earnhardt Jr. cette semaine.
qui disait que pour lui, il n'y avait aucun problème à prendre sa voiture avec laquelle il a gagné, c'est à Las Vegas qu'il a gagné, Mhm. et tu pouvais pousser le moteur à 1000 chevaux sans problème. C'est ce qu'il dit lui-même directement en interview. Et Denny Oui. Hamlin, dans son podcast, excuse-moi, je te laisse parler après, Adrien, de cette semaine, dit que on lui demande pourquoi la NASCAR ne veut pas monter la puissance moteur. Il répond très honnêtement qu'il ne sait pas et qu'il faut demander à Jim France. Quand Kyle Larson il dit que tu peux mettre 1000 chevaux, mais oui, mais pour faire quoi en fait derrière? Pour refaire une course? La même? Parce que, enfin, si c'est pour faire un 400 mètres départ arrêté, tu peux même en mettre 1500 des chevaux si tu veux. Mais si c'est pour faire une course de 4 heures, bah peut-être que ça va tenir, mais aujourd'hui les moteurs ils tiennent combien de temps en fait? Un moteur fait combien de courses aujourd'hui? Est-ce Bon. qu'ils ont un moteur par course? Est-ce qu'ils ont un moteur par week-end? Est-ce qu'ils ont autant de pièces qu'ils veulent si le mec il fait un moteur à chaque session? Alors que il n'y a pas d'essai donc ça résout le problème, mais s'ils font un moteur en qualif ou ils ont un moteur qui te sort, mais il est trié sur le volet avec toutes les pièces, avec les jeux opti et tout. Ce moteur-là va faire peut-être 10 tours et au bout de 10 tours il est mort parce que le truc il est affûté comme jamais. Et après, quand je dis qu'il est mort, c'est qu'il perd sa perfo. Hein. Mais par contre, ils ont un moteur course après qui est plus long, etc. Et que le moteur il fait la course et après c'est poubelle. Mettre des chevaux, oui, on sait faire. Enfin, quand je dis on sait faire, c'est les constructeurs savent faire. Mais après, c'est quelles sont les contraintes qui sont appliquées au moteur? C'est pour faire combien de courses? T'as 13 moteurs sur la saison. Donc ça veut dire qu'un moteur fait En moyenne, 3 courses. fait en moyenne 2 à 3 courses. 2 Quoi. à 3 courses, pas plus, ouais. Donc quand tu supposes que tu prends par le plus grand des hasards un choc à 200 km/h avec le muret en béton, on va dire 3 fois par là dans la saison, il suffit que manque de bol, ça soit un moteur tout neuf. Enfin, ton moteur qui devait faire 2 courses, bah il en fait même pas une. Ouais. Et donc après, derrière, faut en faire 4. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut en faire 4. Donc je suis d'accord, il saurait mettre des chevaux dans un moteur, ça je suis d'accord. Après, Larson, ça serait le premier à râler si entre à la première course et la quatrième course, son moteur il fait 50 chevaux de moins, ça serait le premier à râler parce que son moteur il fait pas les chevaux quoi. Donc quand c'est pour ça que quand ils disent que ça a un coût, moi je le comprends tout à fait. Après je sais pas le chiffrer etc. Mais ça a un coût pour avoir une performance constante. Après, c'est un coût, j'entends. Et comme disait Geoffroy, ça peut avoir des moteurs trop puissants, ça peut freiner la venue de, De Honda. comment, bah, entre autres. Mais jusqu'à présent, ça fait combien d'années qu'on est à 3 constructeurs? Bah, depuis le départ de Dodge en 2012. Voilà. Donc, alors oui, on Dodge, on a plus ou moins, il y a eu des rumeurs à certains moments, certaines saisons. Bon, voilà, jusqu'à présent, là, maintenant, c'est le calme plat à date. Si à terme en plus Mais ils veulent descendre en cylindrée, remettre des chevaux, c'est compliqué aussi. Ouais, la NASCAR sans un V8, je sais pas. Moi je pour moi, ils finiront par passer au V6, hein. je sais pas non plus. Mais je suis d'accord avec toi, la NASCAR sans le V8, ça chante quand même plutôt bien, quoi, et c'est plutôt sympa, quoi. Ouais, Mais c'est sûr. Non, mais bon, après, on verra bien. C'est dans l'air du temps Après, de réduire la cylindrée. et après, voilà, c'est censé être un mi-fin. Ouais. Si c'est plus la motorisation de base aux États-Unis, ils partiront sur un V6, hein. Et ça permettra aussi de réduire les coûts. ou pas, j'en sais rien. Parce que redévelopper un moteur et tout, c'est pas non plus gratos, hein. Donc, C'est pas anodin, ouais. tu réduis les coûts à l'exploitation, mais pour avoir un moteur qui tourne, faut dépenser combien en fait? C'est la notion de réduction de coûts, elle est quand même un petit peu subjective en fonction de quelle fenêtre tu regardes quoi. Enfin, il faut peut-être rester un certain temps pour vraiment amortir le coût et garder le matériel un certain temps quoi. Mm. Et ça,
On n'a jamais trop su combien ça coûtait, vu qu'en plus le sport auto coûte de plus en plus cher. À quel... Dans quelle grandeur t'arrives à quantifier que t'as gagné X millions, ça reste hyper compliqué, quoi. Mais je suis d'accord par contre que s'ils arrivent à augmenter les chevaux, dès l'instant où tu vas solliciter la finesse du pilote pour pas rester pied dedans tout le temps et essayer de faire preuve de son talent, peut-être que tu auras des courses où les mecs vont être amenés à faire plus d'erreurs et du coup ça créera des opportunités de dépassement. Je pense que c'est ça que Denny Hamlin il essaie de faire revenir en fait. Ouais, oui, peut-être. À voir. C'est encore un peu tôt pour que la NASCAR communique. En général, c'est plus fin du printemps, début de l'été qu'on commence à avoir des grandes directions pour la saison d'après. Mais puis là, il n'y a eu qu'une seule course. À Bristol, ce sera pas ce package-là. C'est ça. Donc, on verra bien. On verra bien. Mais après c'est toujours les mêmes qui râlent, non, pour avoir plus de chevaux, plus de trucs. Parce qu'il me semble que l'année dernière c'était déjà Hamlin qui râlait pour avoir des chevaux. C'était déjà Hamlin qui militait pour ça, oui. Parce que Hamlin a une émission entre deux tunnels de pub. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu l'année dernière. C'est qu'il y avait un podcast. C'était Blenny et la joie. Pas le souvenir de les avoir entendus réclamer de la puissance moteur. Mais oui, c'est plus facile de râler et de se faire entendre quand t'as un podcast que quand tu n'en as pas. C'est un peu une lapalissade de ce que je dis, mais oui, Là, vas-y. je vais faire appel à plus à vos connaissances, mais par le passé, Hamlin, il a connu des caisses avec beaucoup plus de chevaux qu'aujourd'hui. Oh bah il a connu Oui, l'époque à 900. Hein. oui, on était à 900. À fin des années 2000, c'était ouais, c'est ça, 900 encore. Hein. Peut-être pour ça qu'il pleure aussi pour avoir des chevaux, pour essayer de retrouver quelque chose qu'il connaît beaucoup mieux que les autres, et peut-être essayer d'en tirer un avantage, quelque part. Peut-être. Peut-être. Hein. Quand tu changes une réglementation, t'as des pilotes qui arrivent à s'y habituer, et d'autres beaucoup moins. Hein. Donc peut-être que les voitures où il y a moins de chevaux ou peut-être faut faire la différence ailleurs que sur la gestion de la pédale. Lui il a peut-être des difficultés à le faire. Et donc il prêche pour sa paroisse entre guillemets quoi. Oui. Ah bah bien sûr. Il aurait tort de s'en priver. Il aurait tort de le faire, on est d'accord. C'est son podcast, il dit ce qu'il veut. Hein. C'est ça. Ouais oui, on est d'accord. Là-dessus, il a entièrement raison. Donc voilà un petit peu. Si on revient un petit peu plus en détail sur la course de Phoenix en Cup, messieurs, on a 2-3 nouvelles amitiés qui se sont créées, va-t-on dire. Avec d'un côté Joey Logano et John Hunter Nemechek et de l'autre Eric Jones et Chase Briscoe, Lilian. Bah écoute, ça fait partie du jeu. Hein. Chaque année, on a son lot de. Oui, comme tu dis, hein, d'amourettes qui voient le jour. Bon, bah voilà, là il y en a deux qu'il faudra suivre lors des prochaines courses. Est-ce qu'il y aura une fuite, j'ai envie de dire. Peut-être. J'y crois pas plus que ça, à mon sens. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais. Moi, ce que vous en pensez? Bah, dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Vous? Ah, il fallait que je la fasse, elle était trop facile. Ouais, effectivement. Mais... Non, je pense que c'est aussi sur le coup de l'émotion pour Joey Logano qui est dans une passe un petit peu compliquée au niveau du classement général. Un petit peu. Légère. Mais J'ai du mal à comprendre comment, à 3 courses sur. 4. Ouais, 4 courses sur. J'ai pas envie de faire le calcul, 24.
de saison régulière. 26, mais c'est pas grave. Voilà, Vas-y. 26, bon. On va y arriver. Les maths, c'est pas son fort. C'est pas aujourd'hui les chiffres. Allez, on passe aux lettres. À 4 courses sur 26, putain, je vais y arriver. Comment on peut se dire que en fait il a déjà perdu, quoi, entre guillemets. Ouais, ok, il est pas bien, mais bon, la saison elle part pas de la meilleure des manières, mais soit en fait il sait qu'il aura pas les moyens de lutter et que tout point de retard qu'il prend va être très très dur à remonter, mais j'ai du mal à comprendre cet aspect là. Pourquoi il serait après 4 courses presque déjà éliminé en fait. Bah, parce qu'après 4 courses, il est dernier. Aujourd'hui. Ouais, Il est, d'accord. il est 30ème du classement. Il est à 100 points de Ryan Blaney, qui est son coéquipier. À matériel égal, ouais, voilà, c'est ça. À matériel égal. Bah voilà quoi. Bah, et puis tu parles de Joey Logano quand même. Là, Oui. il a quand même des résultats très en deçà, à des pairs ou pas, hein. Là, je ne rentre pas dans ces statistiques fumantes, mais Mais je c'est suis quand là. même très inhabituel, quoi. Ouais, mais c'est Joey Logano. Et là, C'est un double champion de NASCAR. Il gagnait, il sait faire. Donc, Et en année paire. mais c'est justement pour ça qu'on regarde ouais, de près ce qu'il fait. Et là, en fait, je regardais ses résultats. Bah, à part Las Vegas où il fait 9e, bah, Il y a ouais, rien, le reste, non, il y a rien. ah bah ouais, c'est 3 abandons. Daytona et Atlanta, vu les résultats, c'est que ça a dû être pris dans des accidents. Ah, c'est ça, ouais, là, c'est 28e à Atlanta. Oui, c'est un accident à Daytona. Daytona, c'est 32. Et Phoenix, bah oui, ça c'était accident aussi, et ça termine 34. Et non, il va au bout sur Atlanta, mais il est impliqué dans des accidents. ouais, mais enfin gagner des courses, il sait faire. Moi, je me refuse à l'enterrer tout de suite en lui laissant en, en lui laissant la chance de gagner. Je vais dire, hein, mais moi, j'influe rien sur son résultat, mais je ne doute pas qu'il soit en mesure de gagner une course d'ici cet été, quoi. Enfin, il en est complètement capable. On n'en doute pas non plus. On ne l'enterre pas. Hein, c'est un peu lui qui s'enterre. Et puis voilà, oui, non, j'espère bien qu'il sait qu'il est capable de gagner des courses quand même. Il l'a prouvé. En tout cas, sa dernière victoire, c'était Atlanta 1 l'an dernier. Ouais, donc Ça fait un an. C'est ça. Il a pu gagner depuis le 19 mars 2023. Ouais, mais Ah, mais quand tu t'appelles Logano, T'es chez Penske. en plus, et quand ton coéquipier a gagné et a gagné, voilà, eu plusieurs courses depuis, Ouais. et que Ouais. lui, il a très bien débuté sa saison. oui, mais oui. Oui, mais non. Il est pas dans la meilleure. Non, mais il est pas dans la meilleure des situations possibles. Là-dessus, je rejoins complètement. Mais bon, je pense qu'il aura largement ce qu'il faut Enfin, il a les armes pour se défendre en fait. Il est pas dans une équipe inconnue. Il est dans une équipe qui a quand même une certaine force de frappe. Donc bon, voilà. Après, oui, non, il peut encore, bien sûr, il a largement le temps de se reprendre et d'être dans les 16. Ça, on est d'accord. Ouais, largement. Ouais. Après, bon, il partira pas en vacances avec Nemechek. Mais là, oui, là, il est 30e au classement. Bon, bah oui, il a le temps de remonter et puis d'aller chercher une victoire ou deux, quoi, largement. Ouais. Pour moi, il a autre chose à faire que de s'occuper des qui partir en vacances et du copain qui l'a accroché ce week-end. Voilà, focus sur la course suivante. Ils bossent, ils font ce qu'il faut et ça va remonter, quoi. Enfin, j'ai envie d'y croire. Après, est-ce que je serais déçu euh, Oui, parce que t'es toujours déçu quand le gars ne gagne pas, mais. Ouais, moins que lugubre. Mais Ouais, mais lugubre, un Lego et ça repart, quoi. l'ego et ça repart. C'est ça. Mais ouais, non, c'est
Ouais, je pense qu'il faut, ouais, faut pas trop se préoccuper de ces choses-là. Et voilà, faut travailler sur la bagnole, préparer la prochaine course et puis voilà quoi. Après, est-ce que la nouvelle Ford ouais, ne lui convient pas? Et justement, plus à Blenny, Peut-être. il y a ça aussi, hein. Ah, on verra si la tendance se confirme ou s'il Après, arrive après, à. Après, pour revenir sur Phoenix, il était déjà pas dans le coup, même avant son accident, hein. Là, il était tout le temps aux alentours de la 20e place. Oui, oui. Ouais. Bon, on verra ce week-end, Dans mais tous les moi cas, ça aurait pas été terrible. j'y crois. T'y crois? T'y crois Ouais. encore? Ouais. Ok. Ah donc. Eh ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si on reste à Phoenix, messieurs, qu'on parle un petit peu d'Xfinity, puisqu'il y avait la Xfinity du côté de Phoenix. Et c'est Chandler Smith, le nouveau pilote Gibbs, qui s'est imposé samedi dernier au terme d'un overtime, Lilian. Chandler Smith qui s'impose devant Jesse Love. Ça commence à faire beaucoup pour Jesse Love. Jesse Love, ouais, depuis le début de la saison, on en parle. Voilà, il est scruté de près par tous les médias. Et ouais, donc clairement, là, c'est très très grosse pépite, hein, qui est directement passé de l'Arca à la Xfinity, hein, pour le rappeler. Et là, ouais, c'est du très très, voilà, c'est très très prometteur ce qu'il nous montre. Et puis son coéquipier qui continue pareil, à très bien performer, hein. Deux premières places et là, deux fois quatrième. Effectivement. Donc Jesse Love et la RCR dans son ensemble, ouais, c'est du très très bon. Mm. Et ça se traduit au championnat, hein, parce que certes, Chandler Smith a pris les commandes à l'issue de Phoenix, mais il a un point d'avance sur Austin Hill. Cole Custer est troisième à 37 points, Riley Herbst est quatrième, et Jesse Love est cinquième à 48 points. Donc on a quand même deux RCR top 5. On est bien. Et puis bon, les 48 points, c'est la panne d'essence aussi, hein. Ça a pesé, hein. Ah oui, mais ça c'est le jeu. Hein. Tu joues, tu C'est perds. sûr. Tu, tu peux pas gagner à Ah, tous les coups, quoi. c'est sûr. Mm. Après, je pense qu'il faut aussi revenir quand même sur, pour moi, le fait marquant de cette course, hein, c'est l'accident en fin d'épreuve de Justin Allgaier, Mm. à qui la victoire semblait promise. Semblait. Bah oui, mais non. Il a mené 52 tours, donc c'est lui. Ah non, j'allais dire, c'est lui qui a le plus mené. Non, c'est Chandler Smith, c'est C'est Chandler 88. Smith, ouais. Mais voilà. Ah ouais, c'est ça. Ouais, 4 ou 5 tours de l'arrivée, il explose un pneu à l'arrière et puis il finit dans le mur et abandon. Mm. Ce qui a provoqué donc l'overtime. Exactement. Et pour parler de Shane Van Gisbergen, parce que je sais qu'il y a des fans de Exact. Shane Van Gisbergen, sixième de la course. Donc ça reste encore une fois une performance, enfin un résultat solide. Et, Oui. et au championnat, il continue de grappiller, il est 14e à 92 points du leader. Il n'y a rien d'infamant pour Shane Van Gisbergen. Il continue à apprendre. Il est là pour ça. Exactement. Tu voulais parler de quelqu'un d'autre, Lilian? Ellie Digan peut-être? Ellie Digan. Accident, 33e, merci, au revoir. Oh, ouais, c'est ça. Encore une fois impliqué ouais, accident dont elle n'est pas à l'origine. Mm. Mais voilà. Et Ça finit ouais, dans les profondeurs du classement, malheureusement pour elle. Ah ouais. Et chez Junior Motorsports, Sam Mayer aussi, accident, 34e, merci, au revoir. Donc voilà. Et on passera sous silence, Lilian, le nom de la course. Hein. Attends, j'ai plus le nom en tête, mais attends, je vais. Call811.com everydig.everytime.200. Ah ouais, mais ils ont des noms parfois sur les courses de truck ou de Xfinity. En Cup, un peu moins. Ils essaient quand même de faire de quelque chose un petit peu plus vendeur, mais ah ouais, dans les divisions inférieures, parfois, c'est terrible. C'est moche. C'est très très moche. Mais voilà. La Xfinity qui est off ce week-end du côté de Bristol. Ce sera le retour de la truck, les camionnettes, pour le plus grand plaisir d'Adrien.
Mais ça, Ouais, on en parlera un petit peu plus tard pendant Bristol. ouais, après moi, ce qui me gênait dans ce que vous disiez là sur Jesse Love, c'est qu'il a fait le saut Arca Xfinity. Et a priori, ce qui ressemble le plus à la Cup aujourd'hui, c'est les trucks. Dans les divisions inférieures. Apparemment, la Xfinity est quand même relativement différente de la Cup. La voiture est différente de la Cup, ouais. Du coup, Jesse Love qui semble plutôt performant en Xfinity, euh, le passer en Cup, je sais pas si s'il brille cette année, ça me semble quand même risqué. Après en 2 saisons, il passe de l'Arca à la Cup. Enfin, il passerait. On envisage dans mon imaginaire, j'envisage dans mon imaginaire qu'il pourrait aller en Cup. Ça me semble quand même rapide, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je sais pas, Ty Gibbs, ça te va comme réponse? il a le même parcours, Ty Gibbs? Bah, Ty Gibbs, il a fait un an en Xfinity, Il n'a pas été en truck. et Hein. il est monté en Cup, il est pas venu de la truck. Hein. Ouais, Donc, mais on le vendait comme quelqu'un de le nouveau Kyle Busch ou je sais pas quoi là. Et bon, il avait le nom Gibbs, donc ça aide un peu. Mais aujourd'hui, il gagne pas, il fait pas des mauvaises courses, mais il est dans le paquet quoi. ouais, mais je pense que le niveau en Cup par rapport au niveau en Xfinity est tel que c'est compliqué d'arriver et de tout casser tout de suite. Je pense. Bah ça oui, c'est à peu près sûr. Il a quand même une courbe qui est, voilà, enfin, qui est intéressante, hein, clairement. Ouais, Enfin, non mais cette année, ça va en playoff, hein, Ty Gibbs. bah j'espère pour lui, ouais. Moi j'aimerais bien le revoir en playoff. Ouais. Je pense que ça serait une belle évolution. Ouais. Mais ouais, Jesse Love, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines là, à chaque fois vous en parlez toutes les semaines, donc bon, ça marque les esprits, mais attention à pas le catapulter trop vite dans une voiture où il se grillerait en fait. Oui, bien sûr. Bah, Mais c'est ce qui est arrivé à l'époque chez Logano quand il est arrivé à 19 ans en Cup chez Gibbs. Hein. Il a Hmm. rien fait. Et il a Ouais, ouais, explosé en arrivant chez Penske. ouais. et ça n'a pas été le seul à exploser en changeant d'écurie, quoi. Hmm. Donc, on verra bien, mais ça reste quand même prometteur Ça, je suis et d'accord. on On verra parle bien. toutes les Hein. semaines. Faudrait aussi que, à un moment, ils réussissent à franchir le cap psychologique de la première victoire. Oui, bah là, c'est sa 4ème course en Xfinity. S'il gagnait les 4, oui, là. Mais Non, oui, bien oui, sûr, mais voilà. faut espérer qu'il en gagne une dans la saison, là, vu comment on en parle. Sinon, je pense que les gens seront un peu déçus en fin de saison. Parce que tout de suite devant, tu te dis, bon, ça va gagner rapidement, quoi. C'est possible. C'est fort probable. Donc, donc voilà un petit peu pour Phoenix, messieurs. Du côté de Phoenix aussi au niveau des audiences, bien. Du côté de la Fox, on a fait 4 millions. 4 millions 028 hein, de téléspectateurs. 19% de plus que l'an dernier. On avait plafonné à 3 389 000. Mais l'an dernier, ça s'expliquait aussi par le fait qu'il y avait des sports universitaires en face, avec la March Madness. Et les sports universitaires, c'est quand même très très populaire aux États-Unis. Donc une augmentation de 19% à prendre avec les pincettes d'usage, j'ai envie de dire, les lions. Oui, mais bon, après, ça reste toujours encourageant pour la Fox. Et puis, bon, j'espère que ça peut mettre un petit peu en avant le nouveau trio qu'on a aux commentaires. Oui, Moi, je trouve que voilà, avec Kevin Harvick, ça se passe bien. ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et puis bon, on a perdu le Clean Boyer un peu trop clown à notre goût. Hein. C'est vrai qu'il était un petit peu lourd pendant 3 heures. Mm. Je pense que ça peut contribuer également. Mm. Et vu qu'on parle d'audience, pour l'IndyCar à Saint-Pete, NBC a fait 975 000 téléspectateurs, donc c'est presque 300 000 de moins par rapport à l'an dernier. Il y avait 1 189 000. Et à titre de comparaison, c'est un petit peu plus que la F1 qui a fait Lilian 950, je t'ai dit 952.
Oui, c'était ça. Quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc, et qui était sur ESPN Live. Donc, voilà un petit peu pour le tour des audiences. Si on passe à l'actu, première info, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chris Buescher à Las Vegas, il perd une roue. Ouais. Il perd une roue, donc sanction, deux mécanos en moins. Mais la RFK a fait appel et a finalement annulé son appel. Pourquoi elle a fait appel Tout simplement parce que l'appel est suspensif et ça permettait de garder l'équipe pour Phoenix avant de réintégrer du monde pour les deux courses qui arrivent, donc Bristol et Austin, et les pilotes les mécaniciens qui viendront ce seront Travis Judes et Sam Wright, qui étaient respectivement changeur de pneus et Jackman sur la numéro 60 de David Dragan au Daytona 500. Donc voilà, on a préféré se laisser du temps du côté de la RFK tout en sachant qu'on annulerait cet appel pour permettre d'avoir l'équipe au grand complet à Phoenix et permettre aux autres de travailler en vue de Bristol et d'Austin. Et en actualité, cette semaine, on avait Lilian du côté de North Wilkesboro, des essais menés par Goodyear. Donc on n'a pas de temps officiel puisque ce sont des essais menés par Goodyear. On avait 3 pilotes de Cup qui étaient William Byron, Ty Gibbs et Joey Logano, et 3 pilotes de Truck pour une... J'ai vu quelques photos passer sur les réseaux, oui. Pour une première à North Wilkesboro sur un nouvel asphalte depuis 1981. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que North Wilkesboro sera au calendrier et au calendrier de la Truck. Hein, oui, il est au calendrier de la Truck. Il va compter pour le championnat, ouais, c'est ça. Hein. La veille de la All-Star. Ouais. Donc voilà, ça permettait à tout le monde d'avoir des infos en vue des courses, donc quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc voilà, et au niveau des pneumatiques apportés par Goodyear, donc avec différentes constructions bien évidemment, et ils avaient notamment apporté des pneus utilisés du côté de Phoenix pour avoir un référentiel connu. Donc voilà, donc Goodyear n'a évidemment pas encore communiqué sur les choix de pneus qui ont été faits pour la All-Star du mois de mai. Il y a encore quelques analyses de données à faire et quelques discussions avec les différentes équipes à avoir. Par contre, qui dit resurfaçage dit course chiante ou tous les nouveaux tarmacs en général au début Je voulais pas le dire, mais oui, c'est souvent le cas, donc on verra bien. Après, c'est une All-Star, on aura un nouveau tarmac, on aura un nouveau diffuseur, on n'est pas à l'abri d'une bonne course. Ouais. Ouais, je sais ce que tu vas dire. J'y crois pas moi-même en le disant. On l'a senti, je pense. C'est ça. Il y a Logano qui disait quand même qu'après 25 tours, sur un relais de 25 tours, on perdait 1 seconde au tour. Ah oui, quand même. Donc à voir si ça se traduira de la même façon sur la All-Star au mois de mai. Ça veut dire qu'il y aura quand même un peu de stratégie à faire, quoi. Donc, bon, on verra. On verra. Ouais, c'est qu'il y ait plusieurs lignes, quoi. Après, ce sera un format beaucoup plus court, mais qu'une course classique. Plusieurs lignes, c'est quand même un short track plat. Ouais, avec un nouvel asphalte, ça va être compliqué, quoi. Non, du bump and run sur un short track de ce type-là, oui. Plusieurs lignes, non, pas forcément. Ça, tu rêves, Geoffroy, tu sais que ça n'existe plus. Ben oui, mais bon, si je rêve pas à mon âge en étant enfant, je rêverai jamais, quoi.
Je sais que tu aimerais revoir 36 degrés à Bristol, mais non. Bah oui, oui, aujourd'hui, 36 degrés à Bristol, c'est la température en degrés Celsius, quoi, c'est tout. C'est moche, hein. C'est moche. Mais bon, c'est comme ça. Faut vivre dans le présent. Même si c'était mieux avant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les essais Goodyear? Non, puisque de toute façon, il n'y a pas plus. On a très peu d'infos, donc Il c'était n'y a, pas. y a pas plus d'infos que ça. On va passer à Bristol. Et avant Bristol, Lily, on peut faire un petit point sur les pronostics. Oula, Tu alors les, oui. Les pronos. tu les as pas, les pronostics. Si, j'ai anticipé. T'as anticipé, ouais, t'as anticipé. Dans une autre vie, je les avais. Ouais, donc. Dans une autre vie, je les avais, mais J'ai c'est pas grave. anticipé, laisse-moi le temps de les chercher. Ouais, c'est ça. Arrête-moi là tes conneries. Oui, Donc, c'est bon, je les ai. Donc pour Bristol, tu as pronostiqué Eric Jones. évidemment. J'ai pronostiqué Chris Buescher. Mm. Et Adrien, je voyais écrit Conrad, je voulais dire Adrien, avec sa super stratégie, Austin Cindric. Exactement. Ça va être beau cette affaire. Bah, il peut pas faire pire qu'à Phoenix, hein. Et donc à Phoenix, bah, Geoffroy a fait un splendide Un. deuxième et dernier avec Austin Cindric, oui. J'ai fait 18e avec Byron et Adrien 22e avec Kate Bush. Ouais, c'est pas pire. Hein. Ouais. Non, mais pour l'instant, Lilian, t'es devant. Oui, Lilian, mais bon, t'as 86 points. Adrien, t'en as 61. J'en ai 58. Tout va bien. Eh, Tout va bien. elle marche bien la stratégie encore. Attends, on est à 4 courses. Hein. Je te rappelle que t'as déjà pris un 0. Détends-toi. Détends-toi. Justement, j'ai quasiment autant de points que Lilian avec une course en moins. Eh. Non, t'as autant de, autant de points que moi. Non, t'as pas autant de points que Lilian. Faut pas déconner. Après, voilà, là, on peut déjà comparer. Vous avez tous les deux pronostiqué Kyle Busch. Geoffroy a fait 26 avec Kyle Busch, tu as fait 22. C'est vrai. Ah Ouais. bah, McDowell aussi, d'ailleurs. Bah oui, forcément. Bah oui, mais de toute façon, forcément, on peut tout comparer, quoi. Donc, Bon, on verra à la fin de toute façon. Hein. c'est ça. Déjà, c'est à la fin qu'on fera les comptes. C'est à la fin de la foire, on monte les blues. Bristol, Lilian, ça t'inspire quoi? Sinon que ça y est, on a abandonné la terre après 3 années infructueuses de terre à Bristol. Ah bah, déjà, rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Rien que ça, Voilà. juste le reste, on s'en Dé- fout. dé- Non, mais déjà, rien que ça, voilà, on revient sur un format classique, 500 tours sur la piste en ciment. Déjà, rien que ça, c'est du très bon. Alors après, oui, c'est pas le Bristol d'antan qu'on a connu, mais voilà, ça reste quand même une épreuve phare et toujours très attendue de la saison NASCAR. C'est vrai, c'est bien vrai. Non, c'est... Pour le coup, t'as pas tort. Adrien, pareil, toi, l'abandon de la terre pour le retour au ciment, ça te va? Enfin, au béton? Ah bah oui, je comprends même pas qu'on ait eu l'idée d'essayer de faire ça sur de la terre en fait. Les voitures aujourd'hui, elles sont plus trop faites pour en fait. Donc Ah, ouais, ils ont mis du temps à s'en rendre compte. J'ai l'impression que c'était pas trop fait pour. c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc on Bon, aura après, les... ils ont essayé. Hein. Est-ce que tu as les horaires? On va y venir. Bah, les horaires, ils sont sur le site, donc je vais vous renvoyer sur le site Eh ben, allez. pour retrouver les horaires, toutes celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast. Euh, juste la course de truck, elle est dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, et sur 250 tours. Et la course de cup, elle est dimanche en début de soirée pour nous, à 20h30, pour 500 tours. Et des segments... Arnaud ne va pas du tout apprécier, hein, puisque là, Ah, c'est très très carré, c'est 125, 125 et 250. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, voilà un petit peu pour Bristol. On aura 36 engagés, que ce soit en cup ou en truck, donc pas de surprise, tout le monde est qualifié. C'est même pas drôle. Et Lilian, interro surprise,
Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu un pilote qui a gagné sa première course de Cup à Bristol. Est-ce que tu te souviens du dernier? Bah, Et quand? Si je me rappelle bien, tu avais dit 2002 Kurt Busch. C'est ça, Kurt Busch au printemps en 2002. Est-ce que tu te souviens de l'avant-dernier? C'était en 2001 aussi au printemps. Attends, t'avais dit Ernie Irvine, mais ça c'était encore avant. Ah ouais, non, ça c'est là Euh, c'était avant, puisque avant celui-ci, on avait eu donc Ernie Irvan en 90, Rusty Wallace en 86 et Dale Earnhardt en 79. Et en fait, tous les premiers vainqueurs sur la course de printemps. En 2001, un pilote de la Wood Sterling Brothers. Marling, Non, 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 je vais dire. non, de la Wood Brothers, dans la 21. Un pilote qui s'est par la suite illustré dans une carrière de faiseur de salto, notamment à Daytona et Talladega. Un pilote qui est redescendu après être passé du côté de la Yates, qui est redescendu en Xfinity, qui a fait la Junior, qui a fait la Gibbs, qui a fait la RCR, mais qui a jamais réussi à être champion. Il n'a jamais réussi à être champion. Ouais. Et tu dis que c'est en 2000. 1. Toujours pas? Non, la faiseur de salto. Ouais, si, il a fait 2-3 saltos, si je me souviens bien. À Daytona et à Talladega, je crois qu'il laisse un train, il laisse un Oui, demi-train arrière. oui. Ah non, demi-train arrière, c'était Newman. C'était Newman, lui, Arrière. il laisse un train complet. Dans le gazon, ouais. Mais ouais, si, faiseur de salto, peut-être un Sadler, mais. Exactement, Elliott Sadler. Dites-nous dans les commentaires si vous l'aviez avant Lilian quand même. Parce C'est que j'ai pas failli impossible. m'endormir. Hein. Moi je critique, mais moi je savais pas. Donc, Non, toi tu ne l'avais pas. Alors, ça, donc, Non, en fait, quand il a dit faiseur de salto, je l'avais. Mais je cherchais les statistiques, mais j'étais sur l'année 2000, alors je comprenais pas. Mais forcément, quand il a dit 2001, c'était tout de suite beaucoup plus clair. bah oui, l'année d'avant, 2002, c'est 2001. Quoi. Enfin, après, Ah il y a non, mais peut-être un monde où c'est 2000. Mais... Donc, oh non, non, faiseur de salto. Et on a un total de 12 pilotes, donc un tiers du peloton qui est à la recherche de sa première victoire en Cup ce week-end à Bristol. Enfin, oui, c'est ça. Sur les 36 pilotes engagés, il y en a 12 qui n'ont toujours pas gagné en Cup. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation de Bristol, messieurs. Ouais. Donc rendez-vous ce week-end pour suivre les courses, pour ceux qui seront dispo. Et il y a du programme, hein, entre la Truck, les 12 heures de Sebring, la Cup. Ça va en occuper certains un petit moment. ouais, La F1, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de F1, je crois qu'il Ouais, y a de non, la c'est moto. l'Australie, c'est semaine prochaine. Ouais, l'Australie, c'est semaine prochaine. Je crois qu'il y a de la moto. Il y a encore de la moto? Ah bah dis donc. Il me semble. J'ai un doute, mais il me semble. Et effectivement, il y en a qui vont être occupés. Hein. Il y en a qui vont... La télé va chauffer. Ah ouais, il y en a, la télé va chauffer. Les abonnements vont être rentabilisés. Exactement. On va essayer de regarder l'arrivée des courses en MX5 aussi. En général, c'est toujours marrant, surtout à Sebring. C'est à 3 de front aussi, souvent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, eh ben, ce que je vous propose, messieurs, c'est d'en rester là. Parce qu'on a été bavard, on a dit tout un tas de choses. On peut. On va se donner rendez-vous ce week-end pour ceux qui veulent suivre les courses. S'il y en a qui ont envie de passer sur le Discord, n'hésitez pas. Et puis la semaine prochaine, donc mardi pour le débrief, on verra les sujets que l'on aborde entre Bristol et Sebring. Et puis la semaine prochaine, on reviendra sur tout ce dont on n'a pas pu parler dans Splash & Go. Et puis on fera un tour d'actualité, évidemment, comme d'habitude, dans Overtime. Donc n'hésitez pas, hein, Adrien, à liker, à mettre des commentaires et à mettre des étoiles, c'est ça? Des pouces, des étoiles, des tout ce que vous voulez. Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous!
Et puis merci à toutes et tous de nous avoir suivis, quelle que soit la plateforme. Et puis rendez-vous très vite sur US Racing. Salut tout le monde. Salut tout Ciao. le monde, bye.